Aujourd'hui, le thème qui va nous intéresser est celui du télétravail parce que je pense que tout le monde a vécu des choses différentes dans la période où on a été amené à travailler à distance. Je précise à distance, travailler à distance et non pas télétravail parce qu'on va voir quelle pourrait être la grosse différence. En tout cas, on a vécu un moment où, avec les outils du numérique, on a été poussé, contraint à travailler à distance, et ça, on imagine bien que ça a eu des répercussions non seulement sur les personnes qui ont télétravaillé, entre guillemets, mais également sur les organisations qui ont dû adapter leur activité à ce mode de travail. Et Didier Raffin, ici présent, connaît bien ce sujet dans plusieurs registres. D'abord parce qu'il est professeur associé et qu'il travaille pour la partie recherche au BETA, qui est le bureau d'études d'économie théorique et appliquée. D'autre part, il est psychologue du travail, donc il enseigne à la faculté de psychologie. Et couche supplémentaire, il est consultant dans les entreprises, dans les organisations au travail, justement, donc il connaît le terrain, et où il intervient sur des questions de déploiement, par exemple, de la qualité de vie au travail. Et à ce titre, il a cette casquette supplémentaire qui a donc la partie enseignement, la partie recherche et la partie terrain en tant que consultant qui est certainement très intéressante pour aborder ce sujet. Il va nous donner un éclairage et une analyse sur la situation qui s'est déroulée pendant la période de crise sanitaire, période qu'il a pu aussi observer des deux côtés de la frontière, puisque tu travailles également avec, Didier Raffin travaille également avec l'Allemagne régulièrement, puisqu'il est coprésident du groupe franco-allemand de psychologie du travail. Et il est membre aussi du conseil d'administration de la Société de médecine et de santé au travail de Strasbourg. Je pense que l'éclairage qu'il va pouvoir nous donner va être suffisamment riche pour intéresser tout le monde. Je lui cède tout de suite la parole. Merci beaucoup, Rodrigue. Bienvenue à tous sur site et à distance. Donc, effectivement, je suis enseignant associé, donc enseignant à mi-temps. Je ne suis pas intégré au BETA en tant qu'enseignant-chercheur, mais je travaille effectivement avec le BETA, donc avec des gens qui s'intéressent à l'activité, notamment l'innovation et la créativité, et ce que ça devient, l'innovation et la créativité, dans les nouveaux modes d'organisation du travail qui nous ont été imposés par la crise sanitaire. Donc on va profiter du fait de ne pas être très nombreux, ni à distance ni sur site, pour être plus interactif qu'une conférence à sens unique. Donc on a tous un vécu de la situation et de ce dont on va parler. On a tous été confinés, on a tous été concernés en tout cas par la crise sanitaire. Donc on a tous quelque chose à dire sur le sujet. Je vais vous parler d'un certain nombre de points qui sont assez parfois différents les uns des autres. Sur d'abord les constats qui sont loin d'être à sens unique de ce qui s'est passé depuis le 16 mars 2020, et ensuite des nouveaux modes d'organisation du travail et de ce qu'on peut anticiper comme conséquence de ces nouveaux modes d'organisation du travail, parce que qu'on le veuille ou non, ces 2 ans et demi laisseront des traces et auront changé notre manière de travailler, même si ce sera pas forcément dans le sens que les prévisionnistes avaient imaginé il y a encore quelques mois de cela. On y reviendra tout de suite. Donc, les leçons de la crise sanitaire sur le télétravail à l'ère du numérique. Je vais essayer de passer à la diapo suivante. Voilà. D'abord, quand on parle de télétravail, ce qu'on a connu, nous, entre le 16 mars 2020 et puis la fin du premier confinement, puis le début du deuxième, la fin du deuxième, etc., c'est pas du télétravail. Ce qu'on a connu à peu près tous, c'est du travail confiné à domicile. C'est pas la même chose. Le télétravail, a priori, ça se fait pas dans une prison où on est enfermé, et ça se fait pas dans la promiscuité de tous les colocataires, pour les gens qui sont en colocation, pour toutes les familles avec les enfants, les parents, les conjoints, etc. Donc, parler du télétravail pour évoquer ce que nous avons connu lors du confinement, c'est un peu trompeur,
je préfère utiliser le terme le plus simple, hein, c'était du travail confiné à domicile, et on verra que c'est très important de bien distinguer ce que le télétravail des années qui s'annoncent va devenir et ce qu'on a connu par les derniers mois, les dernières années. Donc voilà, simplement, c'est pas du vocabulaire, un point uniquement de vocabulaire, c'est un point vraiment important. Donc voilà, 16 mars 2020, confinement général en France, une terminologie un peu martiale comme ça, nous sommes en guerre, hein, je ne sais pas si vous vous en souvenez, en tout cas, avec le drapeau national et européen derrière, enfin vraiment quelque chose de solennel, qui d'ailleurs annonçait quand même quelque chose d'inédit. On n'avait jamais été enfermé chez soi avec les seuls véhicules qui circulaient dehors. Hein. Pour ceux d'entre vous qui avaient eu l'occasion de vous en rendre compte, c'était les ambulances et les voitures de police, quoi. Hein. C'était un peu particulier quand même. Hein, j'ai l'occasion de travailler, d'accompagner un certain nombre d'entreprises dont certaines ont dû continuer à fonctionner, dont la chaîne de télé Arte que vous connaissez, et qui avait une obligation de service public de maintien de l'information. Donc il y avait des gens qui allaient sur le site de la chaîne près du Parlement européen dès le surlendemain, donc dès le 18 mars 2020, et donc ce qu'ils ont vécu dans les rues, ce qu'ils ont était assez impressionnant, hein, c'est vraiment inédit. Donc 16 mars 2020, nous sommes en guerre. On doit rester chez nous, hein, bien sûr, avec tout l'effet de surprise que ça a pu avoir. On ne s'est pas vraiment préparé. Je connais assez peu d'entreprises qui ont anticipé. Quelques-unes, quand même, avaient déjà commencé à anticiper en distribuant des écrans, des ordinateurs, même c'est parfois des sièges de bureau à leurs salariés qui les cherchaient par leurs propres moyens. Enfin, c'était un petit peu artisanal, mais un petit peu d'anticipation quand même. Et globalement, on a vraiment été pris au dépourvu et subitement, on s'est retrouvé en situation de travailler depuis chez soi. D'abord de rester chez soi, puis de reprendre le travail. Et en fait, ce qu'on a pu observer, si on regarde les premiers mois, il y a eu 2 confinements, hein, dans un premier temps, 2 confinements assez rapprochés. Le premier, mai-juin 2020, et le second, octobre 2020, janvier 21. C'est que le premier confinement a été plutôt pas trop mal vécu, hein, sur un plan psychologique par les personnes. Il a été pas trop mal vécu d'après ce qu'on peut en savoir. Donc les indicateurs qui nous ont qui nous permettent d'avoir une vision, je dirais, de la qualité de vie, non pas seulement au travail, mais la qualité de vie des individus pendant cette période-là. C'est quoi ces indicateurs-là? Bien, c'est des enquêtes. Il y a eu une multitude d'enquêtes, de questionnaires, de sondages qui ont été faits. Vous imaginez que c'est vraiment quelque chose qui s'est démultiplié pendant cette période-là. Donc, on a eu beaucoup d'enquêtes, certaines faites de manière très rigoureuse sur 15 000 personnes. Donc, c'était quand même des choses assez intéressantes, qui n'étaient pas du tout improvisées, qui nous ont montré qu'effectivement, le premier confinement, mal préparé, effet de surprise, inédit, a été mieux vécu que le second, alors donc que les domiciles n'étaient pas équipés, que les salariés n'étaient pas formés aux outils. Les collègues enseignants, chercheurs de l'Université de Strasbourg, en tout cas ceux que je côtoie quotidiennement, donc de la faculté de psychologie, pour beaucoup ont découvert beaucoup d'outils, d'applications et de fonctionnalités qu'ils n'avaient jamais utilisés auparavant et parfois même dont ils ne soupçonnaient pas l'existence. Hein, donc ça a quand même été quelque chose de tout à fait nouveau. On s'imaginait que tout le monde connaissait parfaitement les outils de visioconférence, savait utiliser des outils de gestion de documents en ligne, par exemple, savait utiliser des outils d'organisation de réunions, de gestion d'agenda partagé, enfin voilà, plein de choses. Et on s'est rendu compte que c'était une très petite minorité qui était à l'aise avec ça. Donc, il y a eu là une mise en confrontation, je dirais, des compétences réelles à la réalité et aux besoins de la réalité. Pour les étudiants, c'est un peu pareil. D'ailleurs, on s'est rendu compte que les étudiants, alors que bien sûr, ils sont d'une génération qu'on suppose être à l'aise avec les outils numériques, que les étudiants, une partie non négligeable d'entre eux étaient en situation d'échec numérique et informatique quand il s'agissait de travailler de manière collaborative à distance. Donc, les choses n'étaient pas aussi simples qu'on pouvait l'imaginer.
avec bien sûr le confinement, c'est partager son domicile de manière bien différente à ce qu'on fait d'habitude, avec des enfants, puisque les écoles étaient fermées, que nous étions confinés, et qu'il fallait en plus faire l'école à la maison. Alors, je ne sais pas si à distance ou sur place, nous avons des parents d'enfants scolarisés, mais c'était plus qu'une double tâche, hein, de faire l'école à la maison, les travaux ménagers habituels, et de reprendre son activité a priori à plein temps. Hein, c'était un petit peu implicite, c'était pas toujours dit clairement, mais en tout cas c'était implicite. Ça faisait quand même pas mal comme charge de travail, hein, à la fois mentale et physique. Donc une situation tout à fait, comment dire, inédite d'une part, mais exceptionnelle dans tous les sens du terme. Et même si d'ailleurs le virus redevenait actif, je pense que les pouvoirs publics hésiteraient beaucoup à reproduire cette situation. Il y aurait certainement d'autres alternatives et d'autres options qui seraient envisagées. Donc, quelque chose de tout à fait extraordinaire, mais qui n'est bien sûr pas du télétravail. Ça, le télétravail, très clairement. Alors, les risques psychosociaux spécifiques au télétravail. Tout d'abord, les risques psychosociaux, nous, psychologues du travail, on est mobilisés, sollicités, attendus sur la prévention d'un certain nombre de risques professionnels. Et les principaux risques professionnels sur lesquels nous sommes attendus, ce sont les deux risques psychosociaux, le stress d'un côté et la violence psychologique de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il en est de ces risques psychosociaux dans le cadre du travail confiné à domicile? On pourra ensuite, par extension, l'appliquer au télétravail. Bien sûr, l'isolement pour certains, la promiscuité pour d'autres. Je ne sais pas si vous avez fait des réunions en visioconférence pendant la période du confinement, mais beaucoup n'utilisaient pas de fond d'écran, donc on voyait ce qui se passait autour d'eux. Hein, on voyait la caméra et on voyait ce qui se passait autour d'eux. On voyait dans quelle pièce ils étaient, comment ils étaient un petit peu installés, et puis on entendait un bruit de fond, hein, de leur environnement, et on voyait passer dans le champ parfois des gens de manière furtive ou pas, qui avaient dans certains cas 1 an, dans d'autres cas 80, mais en tout cas on avait une idée de ce que vivaient les gens. Et moi, j'ai vécu des réunions extraordinaires dans des entreprises notamment, où vous aviez dans certains cas des gens qui étaient dans leur jardin en train de siroter un sirop tout à fait paisiblement, et d'autres qui étaient sur la table de leur cuisine dans un petit appartement où on voyait très bien qu'il y avait, je sais pas, il y avait 3 personnes pour 30 mètres carrés, quoi. Hein, c'était quelque chose de... et ces 2 personnes-là faisaient la même réunion, travaillaient pour la même entreprise, dans le même service, et étaient censés faire le même boulot. En termes de vécu au travail, c'est quand même particulièrement différent. Et donc, après, en tirer des grandes conclusions sur, voilà, messieurs les psychologues du travail, ou psychologues tout court, que pensez-vous de la manière dont les gens ont vécu cette période-là? Ça n'a pas tellement de sens, quoi. Hein, c'est une période qui, au contraire, exacerbe les différences. Autrement dit, les gens qui vivaient, dans des environnements exigus, peu adaptés, etc., mais qui, au travail, trouvaient des conditions de travail, on va dire, homogènes, standards par rapport à leurs collègues, ben là, les différences étaient exacerbées. Entre ceux qui avaient un extérieur, terrasse ou jardin, et ceux qui n'en avaient pas, il y avait un sacré écart. Il y avait donc, dans cette période-là, des situations tellement différentes que je trouve que tirer des conclusions générales, ça n'a vraiment pas de sens, d'un point de vue purement rationnel et scientifique. Je vous répète, hein, dans les mêmes réunions, les mêmes collectifs de travail, les mêmes entreprises, on voyait visuellement et on entendait via les ordinateurs que les personnes ne vivaient pas la même chose, et du coup leur demander la même performance au travail, et le même investissement au travail, et le même résultat, pose de vraies questions. Ça pose de vraies questions, à la fois pour cette période-là, maintenant elle est terminée, mais pour l'avenir, de se dire comment est-ce qu'on va pouvoir tenir compte de la réalité du vécu des individus par rapport aux attentes qu'on a. Alors, il faut savoir que on a quelques particularités en France, hein, sur le plan de l'habitat, qui se sont avérées tout à fait importantes durant cette période-là. On se rend compte que en Europe, beaucoup d'autres pays
comment dire, les populations, dans leur logement, ont un espace dédié au bureau, un espace dédié à une activité de bureau. Et lorsqu'ils doivent arbitrer entre chaque enfant à sa chambre et il y a un espace bureau pour les adultes, ou au contraire, on fait en sorte que les enfants aient chacun leur chambre de manière autonome et individuelle, et du coup, il n'y a pas d'espace bureau, les choses changent considérablement, et ça, c'est culturel. Hein, ça, on a pu observer, on le savait déjà avant, que c'est culturel et que cet arbitrage-là, en France, plus qu'ailleurs, il va dans le sens chaque enfant a sa chambre, et du coup, on se retrouve à travailler sur le canapé, sur la table de la cuisine, hein, quand on est en télétravail. Donc ça, c'est un élément important aussi qu'il faut avoir en tête. Il y a eu beaucoup de ratios de calcul, à partir de combien de mètres carrés les gens avaient un espace dédié au bureau, etc. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, les conditions de travail, au niveau purement matériel et physique, on est chez soi, c'est à peu près l'équivalent des conditions de travail au bureau des années 50, quoi. 1950. C'est-à-dire, vous avez des gens qui étaient sur des chaises en bois, des gens qui étaient sur des tables de cuisine où il fallait débarrasser les choses en permanence, des gens qui travaillaient sur un écran de cette taille toute la journée. Alors qu'au bureau, on a 2 écrans de 24 pouces, quoi. Enfin, je sais pas, nous, les gestionnaires de scolarité à la fac, et je pense que c'est pareil partout à l'UNISTRA, elles ont chacune 2 écrans 24 pouces où elles peuvent effectivement travailler correctement. Quand on est sur un écran beaucoup plus petit d'ordinateur portable, un écran unique avec les conséquences que ça a, on n'est quand même pas dans les mêmes conditions de travail. Et on n'est pas dans la même situation lorsqu'on a une dorsalgie ou un problème de nuque au bout de 3 jours, parce qu'on est coincé sur son écran, qu'on n'arrive pas à lire les caractères, les polices de caractères qu'on doit lire, etc. Donc, il y avait là quand même une situation en termes de conditions de travail extrêmement dégradée, que beaucoup d'entreprises ont essayé de compenser un petit peu, mais on n'a jamais pu, comment dire, recréer un niveau d'ergonomie des postes de travail similaire à celui de l'environnement professionnel. Et j'anticipe un petit peu sur la suite. Beaucoup d'entreprises, par la suite, depuis 2000, ont signé ce qu'on appelle un accord d'entreprise sur le télétravail. On a eu à peu près 3200 à ce jour, quand même pas mal. 3200 accords d'entreprise sur le télétravail, avec, bien sûr, une négociation sur comment est-ce qu'on aménage son poste de travail chez soi, à domicile. Et donc, le comment, ça va avec le combien, c'est-à-dire combien l'entreprise va me donner pour que je puisse aménager mon poste de travail chez moi. Alors, ce qui est remarquable, c'est que la somme par salarié, c'est entre 200 et 300 euros, ce qui ne paye même pas un siège. On est d'accord. Un siège de travail professionnel, j'en ai commandé pour la fac, c'est minimum 700 euros aujourd'hui. Hein, et c'est pas du luxe, c'est pas un truc extraordinaire. Simplement, c'est quelque chose qui est censé durer quelques années et qu'on utilise X heures par jour, etc. Donc, ça paye même pas le siège. Alors, je ne vous parle pas de l'éclairage, des écrans, du clavier, de la souris, de l'extincteur, de la sortie de secours. Les gens qui travaillent dans leur cave ne recréent pas du tout les conditions de travail professionnelles. Donc, on s'est retrouvé quand même dans une situation à demander à des millions de personnes de travailler avec des conditions de travail d'il y a 70 ans, et encore, parfois même plus, et à atteindre des résultats similaires, hein, sans forcément se poser la question de savoir mais comment on va faire pour avoir la même performance avec un environnement de travail, des outils de travail complètement dégradés par rapport à ce qu'on a normalement, je dirais, à faire. Alors, les risques psychosociaux spécifiques au télétravail, donc je l'ai déjà dit, isolement ou promiscuité pour d'autres, donc là c'est très très contrasté, on va dire que ça amplifie les différences existantes, un sentiment d'inutilité, quelque chose qu'on a beaucoup observé aussi, le fait d'être tout seul et de cogiter un petit peu pour des métiers parfois inattendus, hein, des métiers qui semblaient pourtant avoir une utilité, on va dire, sociale presque évidente. On s'est retrouvé avec effectivement une certaine morosité, voire parfois une situation encore plus dégradée sur le plan psychologique, puisque il n'y a pas de renforcement dans le groupe social, malgré les essais d'apéro Zoom. Vous avez entendu parler des apéros Zoom, donc Zoom étant
un des outils de visioconférence très utilisés, il y a eu beaucoup d'initiatives du genre, on va recréer des moments de convivialité. Et donc faire des apéros Zoom tous les matins à 11h30. Tout le monde se connecte dans la même réunion et puis on prend l'apéro ensemble. Enfin, simultanément plutôt. Hein, parce qu'ensemble, ça peut se discuter. Alors, c'est des trucs qui ont, voilà, ça a un peu défrayé la chronique, mais ça n'a pas marché longtemps. Très franchement, beaucoup de gens se trouvaient plein de trucs à faire à 11h30 ce jour-là, et puis ils venaient pas parce que effectivement, ils y retrouvaient pas ce qu'on pouvait chercher dans le fonctionnement d'un groupe sur site, en présentiel, comme on dit aujourd'hui. Et cette notion d'utilité, d'inutilité va probablement avec ce fonctionnement, je dirais, du groupe et du collectif de travail. Un effacement de la frontière vie privée, vie professionnelle, alors ça c'est vraiment évident, bien sûr, mais ça a été vraiment spectaculaire. Ça a été spectaculaire avec tous les indicateurs qu'on pouvait avoir, c'est-à-dire les indicateurs de début et de fin d'activité, premier mail, dernier mail envoyé de la journée, hein, premier coup de fil, dernier coup de fil, premier clic de souris sur sa session professionnelle, dernier clic de souris, voilà quelques indicateurs relativement fiables. Les témoignages des uns et des autres. Alors évidemment, comme je l'ai dit avant, quand on fait l'école à la maison, eh bien du coup, le travail est décalé d'autant, soit plus tôt, soit plus tard dans la journée. Et donc, on s'est retrouvé avec une frontière vie privée, vie professionnelle complètement, comment dire, inexistante dans beaucoup de cas. Et on savait déjà à l'avance que c'était un vrai souci en matière de risque de stress et de risque psychosocial. Mais là, on en a eu vraiment la confirmation de manière éclatante, avec des stratégies X ou Y pour essayer de bien distinguer les choses. C'était possible pour ceux qui avaient un espace bureau, précisément, ce que j'évoquais avant. En France, c'est une minorité de gens qui ont un espace bureau dans leur logement. C'était possible pour eux donc d'avoir cette stratégie-là pour recréer une vraie distance entre la vie privée et la vie professionnelle, mais dans la plupart des cas, c'était pas possible. Et donc, ça a été un vrai souci. Et du coup, c'est un vrai souci pour une question toute simple, c'est que depuis les lois Aubry d'il y a 20 ans, hein, qu'on appelle les lois sur les 35 heures, il y a une obligation pour les employeurs de contrôler le temps de travail. C'est-à-dire, pas seulement le contrôler dans le sens où je veux être sûr qu'il travaille au moins X heures par jour, mais le contrôler aussi pour éviter qu'il y ait des dérives et des dérapages. S'assurer que personne ne travaille jusqu'à des heures non prévues et effectivement déborde du cadre prévu de travail. Et donc ça, c'est devenu quasiment impossible. 16 mars 2020, donc Emmanuel Macron annonce le confinement. Dans les jours qui ont suivi, il y a eu un mouvement de panique, on ne peut pas dire autrement, un mouvement de panique au sein d'une catégorie de la population très claire dans les entreprises, c'est les cadres. Les cadres à qui on a dit, bon ben voilà, ton équipe de 15 comptables, ils sont tous chez eux, mais il faut qu'on continue à bosser, il faut que la boîte tourne, qu'elle fasse des factures, qu'elle en paye d'autres, etc. Et donc, il va falloir continuer à travailler. Et là, on a eu un mouvement de panique au sens où, mais comment je fais pour encadrer sans avoir les personnes sous la main? Problématique de cadre, on va dire opérationnel, hein, de cadre de premier niveau, qui doivent faire travailler les gens. Et là encore, je parlais avant d'une différence culturelle, interculturelle entre la France et d'autres pays européens. Là aussi, les choses se sont passées de manière un peu différente d'un pays à l'autre. Et c'est vrai qu'en France, ça a été très marqué. Cette demande et cette attente de contrôle. Et donc, il y a eu une demande tout à fait considérable qui a été faite auprès des prestataires de services informatiques et des fournisseurs de matériel informatique pour mettre en place des instruments de contrôle. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler ou pas, de ce déclenchement des caméras à distance pour voir si on est effectivement en face de son écran, de ce qu'on appelle des keyloggers, donc qui enregistrent l'activité du clavier, hein, nombre de clics sur le clavier, nombre d'appuis sur les touches du clavier, le nombre de clics sur les souris, nombre de pages consultées sur Internet, la moyenne en secondes ou en minutes passées sur chaque page sur Internet, enfin, tout ce qui pouvait permettre de rendre compte d'une activité. Alors professionnelle, difficile, mais d'une activité. Pire que ça,
Vous connaissez probablement l'environnement Microsoft Teams, qui maintenant est en train de devenir le standard dans le monde des entreprises. L'environnement Microsoft Teams permet d'enregistrer, d'analyser, si vous voulez, l'activité d'une personne sur une période donnée. Ça s'appelle le rapport d'activité. Donc Teams vous permet de sortir à la fin de votre journée votre rapport d'activité. Et comme sur Teams, vous avez tous les outils bureautiques. Vous avez des outils de visio, des outils de mail, des outils de planning, d'agenda, de réunion, de gestion de documents en ligne, d'organisations diverses et variées, de gestion de projets. Tout est rassemblé sur un seul univers, celui de Microsoft. Il peut vous sortir effectivement le condensé synthétique de votre activité de la journée. Et les demandes qui ont été formulées en mars 2020 auprès de Microsoft, ça a été, est-ce que les N+1, les encadrants, peuvent éditer tous les jours le rapport d'activité de leurs salariés? Vous voyez ce réflexe-là. C'est un réflexe qui est quand même très révélateur de la manière dont on voit son boulot quand on est encadrant, qui est vraiment de l'ordre du contrôle. On était vraiment là, dans une logique, une demande de contrôle. Mon travail en tant que cadre, c'est de contrôler le travail des gens que je dirige. Eh bien ça, c'est pas une fatalité. Ça n'a pas été le cas dans tous les pays, ça n'a pas été le cas dans toutes les entreprises, ça n'a pas été le cas dans tous les environnements professionnels et les secteurs d'activité. Alors heureusement, à l'époque, les partenaires sociaux français ont dit non mais là, il y a un problème juridique, on ne peut pas contrôler les gens à ce point-là, d'autant plus que c'est un peu débile, hein, franchement, parce que si vous lisez Le Monde ou que vous jouez à un jeu vidéo, vous appuyez sur votre clavier et puis vous bougez votre souris, vous changez de page écran, et là par contre Teams ne peut pas normalement savoir exactement si vous étiez en train de vous amuser ou pas. La question était intéressante, la réponse a été que les entreprises n'ont finalement pas activé cette fonctionnalité sur Microsoft Teams en France. Elles ont eu peur, effectivement, d'être hors la loi. Mais ça a été une demande, ça qui est intéressant. Hein, il y a eu vraiment ce mouvement-là de sentiment de perte de contrôle, presque de peur, panique de perdre le contrôle sur la surveillance et l'activité des personnes. C'est très intéressant parce que c'est précisément un des principaux problème, une des principales questions qui se posent aujourd'hui sur comment est-ce qu'on va travailler demain, comment est-ce qu'on va travailler en 2023, en 2030. Réellement, cette impossibilité ou cette difficulté à contrôler et à surveiller comme on le faisait avant va nous obliger à organiser les choses différemment, à organiser de nouvelles manières de fonctionner. Donc, dérive du temps de travail, dérive de la charge de travail, bien sûr, dans le cadre du confinement, mais du télétravail en général également. Sédentarité et perte des repères temporels et spatiaux. Ah oui, les repères temporels et spatiaux, quand on va travailler physiquement, c'est assez simple. Hein, on prend sa voiture, on prend son vélo, on prend le tram, on prend le train. Ça marque de manière tout à fait physique, matérielle et temporelle le début du travail et la fin du travail. Même si c'est à discuter pour certains métiers, mais globalement, pour la majorité des gens, c'était marqué comme ça. Ces repères-là, en télétravail, confinés ou pas, ces repères-là disparaissent. Donc, on était là face à une situation où on était un petit peu, voilà, comment dire, dans l'incertitude sur quand est-ce que je commence à travailler. Moi, j'ai fait le test dans pas mal d'entreprises. Le temps qu'on économise, le temps de trajet qu'on économise, on en fait quoi? Imaginons, moi je partais à 7h30 le matin pour être à 8h15 au boulot. 45 minutes de porte à porte, je pense que c'est un temps de trajet moyen pour les Strasbourgeois, les Alsaciens moyens. Ces 45 minutes-là, qu'est-ce qu'elles sont devenues pendant le confinement? Est-ce qu'on a commencé à bosser à 8h15 ou est-ce qu'on a commencé à bosser à 7h30? Quand on pose la question aux salariés, ils ont commencé à bosser à 7h30. Ils ont commencé à travailler à l'heure où d'habitude ils quittaient leur domicile. Donc mécaniquement, dans l'exemple que j'ai pris, c'est 45 minutes le matin, 45 minutes le soir, 90 minutes par jour, fois 5 jours dans la semaine, on n'est plus aux 35 heures là. Hein. Donc vous voyez, là, il y a une vraie question en termes de je suis parvenu, dans la plupart des cas, je suis parvenu à la même performance, à faire le même travail, mais en travaillant
90 minutes fois 5 de plus toutes les semaines. Ça, c'est un calcul que j'ai très peu entendu dans les médias et dans la presse, et pourtant, c'est un constat extrêmement général. Très majoritairement, le temps de travail économisé, on ne s'est pas mis à faire de la cuisine, du tricot, du sport, on a travaillé. Et donc, il ne faut pas nous dire qu'on a atteint les mêmes résultats avec le même nombre d'heures de travail, c'est absolument pas le cas pour la grande majorité des personnes. Donc, du coup, en termes de productivité, puisqu'on parle de ça, la productivité n'était pas du tout la même si en apparence, on avait le sentiment que c'était le cas. Une diminution du sentiment d'appartenance, ça c'est la grande panique des DRH. La grande panique des DRH, c'est avec le télétravail, les gens vont oublier pour qui ils travaillent. Si ça tenait à ça, j'ai envie de leur dire, je leur ai déjà dit, ça n'aura pas plu, mais si ça tenait qu'à ça, c'est le sentiment d'appartenance, si vous voulez, n'était pas particulièrement, solide, ni fondé sur des bases réellement profondes. Donc, ce sentiment d'appartenance-là, il doit et il peut fonctionner autrement que par rapport à un domicile ou par rapport à un lieu. Et donc, cette diminution du sentiment d'appartenance, qui est un des principaux freins actuellement pour le développement ou l'acceptation du télétravail dans les accords des entreprises, donc ce sentiment d'appartenance, il faut le recréer, l'imaginer autrement aujourd'hui, et c'est peut-être ça qui est un travail assez difficile à faire et qui fait un petit peu peur au DRH. Une crainte de perte de contrôle des managers, j'en ai parlé avant. L'hyperconnexion, donc un sentiment d'hyperconnexion, bien sûr, avec des gens qui répondent aux mails parce que leur ordinateur est posé sur la table de la cuisine, donc ils répondent aux mails en mangeant, ils répondent au téléphone à peu près de manière non-stop du matin au soir. Donc ça aussi, ce sont des constats évidemment qu'on a pu observer et qui sont particulièrement fatigants et pénibles en termes de charge de travail et notamment de charge mentale. Et un sentiment d'épuisement en lien avec les visioconférences. Alors, on nous demande beaucoup, là, depuis 2 ans, d'ailleurs, il y a plein de projets de recherche et de financement dans ce sens, comment recréer à distance les conditions d'une réunion en salle. Alors, vous avez peut-être vu une multiplication des nouvelles fonctionnalités sur les outils de visioconférence, notamment sur l'outil de Microsoft Teams. Vous pouvez faire des chats en particulier, vous pouvez écrire sur des tableaux, vous pouvez faire des trucs. On essaie de recréer réellement la vraie vie, et pourtant, c'est pas du tout le même résultat. C'est pas que moins bien ou que mieux, mais c'est pas la même chose. Et il y a un truc vraiment extraordinaire dans une des entreprises que j'ai accompagnées durant le confinement et encore aujourd'hui, c'est que vous avez des services qui n'ont pas pu faire de réunions physiques où tout le monde était là pendant 2 ans. Et vous aviez des trucs qui coinçaient, qui traînaient, etc. Et la première réunion physique qu'ils ont fait, ils ont solutionné 2, 3, 4 problèmes auxquels ils n'avaient trouvé aucune solution depuis 2 ou 3 ans. Comment ça s'est passé, monsieur le psychologue? Moi, j'en sais rien du tout. Je ne sais pas pourquoi ça marche. Et je ne sais pas faire la différence et je ne sais pas conseiller des développeurs informatiques pour leur dire il faut trouver une nouvelle fonction pour recréer au maximum la sensation qu'on a quand on est ensemble dans la même pièce. Il y a là quelque chose dans nos cerveaux qui reste mystérieux et c'est une question à laquelle on ne sait pas répondre, mais par contre, c'est un fait qu'on doit observer, qu'on doit constater. Autrement dit, la présence physique et la présence virtuelle, on a beau sophistiquer les outils de manière tout à fait impressionnante, on arrive à faire des choses extrêmement remarquables aujourd'hui sur le plan technique. On a beau sophistiquer les outils avec des caméras d'ambiance, avec des micros qui recréent vraiment la situation, des possibilités de chatter, d'aller prendre le café ensemble, enfin plein de choses. L'instant café, si vous voulez, qui a été recréé, y compris à distance, tout ça ne fonctionne pas de la même manière à distance et sur site. Et on ne sait pas pourquoi et on ne sait pas comment. Donc là, il faut faire preuve d'un peu de modestie. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, mais en tout cas, on est sûr que ça ne marche pas pareil. Donc, ça veut dire quoi? Eh bien oui, ça veut dire un truc tout simple, c'est qu'il faut changer, il faut travailler autrement. Même dans les entreprises qui ont fait des accords à minima, c'est-à-dire 1 jour par semaine de télétravail, pendant ce jour-là, on ne peut pas essayer de reproduire le mode de fonctionnement antérieur. Il va falloir faire autrement.
Et on est à l'université ici, on a fait cours à distance, et il y a une étudiante d'ailleurs qui est là, il y a des étudiants de 3e année qui n'ont jamais connu que le distanciel. Et on ne sait pas, en tant qu'enseignant, on ne sait pas exactement ce qui marche mieux ou moins bien dans l'enseignement, dans la pédagogie, quand on est à distance et quand on est sur site, en salle. On ne sait pas faire ça. On ne sait pas exactement identifier et dire aux collègues comment est-ce qu'il faut faire un cours à distance pour qu'il ait un résultat satisfaisant. On essaie d'imiter ce qui se fait en amphi. Ça n'a pas de sens. On vient de dire qu'on n'y arrive pas. Il faut créer autre chose. Il faut vraiment imaginer autre chose pour l'enseignement, la pédagogie, mais aussi pour le travail en commun, le travail collectif. Alors, des constats qui nuancent, effectivement, hein, pendant cette période de confinement. Les constats qui nuancent, c'est une baisse de l'absentéisme et des retards, très clairement. Une qualité parfois maintenue, voire améliorée dans certains cas. En termes de résultats et de performances, on a globalement, je dis on, c'est vraiment le pays, voire même tous les salariés concernés dans le monde, ont démontré par A plus B qu'ils ont réussi à maintenir un niveau de performance tout à fait satisfaisant à plein de niveaux, dans plein de secteurs d'activité, dans plein de métiers, et que il y a eu cette capacité de résilience, d'adaptation qui a plutôt bien fonctionné. Donc, on n'a pas eu de dégradation, avec quand même quelques points d'interrogation, comme j'évoquais avant. Il y a du temps de travail invisible là-dedans. Hein, tous les temps de trajet, par exemple, qui sont transformés en temps de travail, ça explique peut-être que finalement, on ait réussi à atteindre un niveau de performance analogue. La disparition des contraintes de déplacement, donc bien sûr fatigue, pénibilité liée à une circulation difficile, les aléas météorologiques, et la conscience de contribuer à la préservation de l'environnement. Et on y viendra, ça c'est un facteur qui existait déjà en 2020, mais qui aujourd'hui existe encore de manière beaucoup plus marquée. Une satisfaction globalement bonne, hein, donc les enquêtes, les multiples enquêtes faites par des organismes privés, publics, des chercheurs universitaires ou d'autres, qui ont montré que globalement, ça n'a pas été trop mal vécu, avec une question sur les aspects liés à la motivation, avec une notion d'adaptabilité, de créativité maintenue, voire renforcée. Alors, Rodrigue parlait avant du bêta, hein, donc au bêta, il y a un master qui s'occupe d'innovation et de créativité, justement, et des mécanismes de l'innovation et de la créativité au travail, à l'entreprise. Et donc, les observations qui ont pu être faites par des chercheurs sur ce point-là sont plutôt intéressantes, au sens où on a su créer de nouveaux outils, des nouveaux modes de fonctionnement. Alors, il y a un mode de fonctionnement qui est assez vraiment intéressant, c'est le groupe WhatsApp. Il y a plein de collectifs de travail qui ont créé un groupe WhatsApp pour travailler, pour fonctionner ensemble. Et il est vraiment très intéressant d'observer, c'est quelque chose que j'ai pu faire quelquefois, d'observer les membres du groupe WhatsApp. Qui est-ce qu'on juge utile au sein du groupe WhatsApp pour décider si on paye telle facture à tel fournisseur, pour décider si on va lancer la fabrication de ce produit dans l'usine, pour décider si, voilà, toutes les prises de décision qu'on a à faire. On a eu là pour la première fois aussi l'occasion de voir de manière très opérationnelle, par les gens qui font le travail, par les acteurs du travail eux-mêmes, que eux décident du périmètre utile et nécessaire pour que les processus fonctionnent. Et ce qui était très cruel, quand on a observé les groupes WhatsApp a posteriori, parce qu'ils existent encore, hein, et comme par hasard, les gens les ont pas supprimés au prétexte qu'ils sont retournés travailler sur site. On observe souvent que dans ces groupes WhatsApp, il y a une personne qui manque. Et ça marche quand même. C'est qui? C'est le manager. C'est cruel, hein? Moi, je connais un service comptable où le manager, pendant 6 mois, il ne le savait pas qu'il y avait un groupe WhatsApp. Il se dit, mais ça marche super bien. Hein. Il était super content parce que ses factures, son délai, machin, tout marchait super bien. Puis moi, j'ai été voir les salariés, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites là? Je pensais qu'ils étaient sur leur Teams en permanence. Ils me disent, ah ben non, pour aller plus vite, on a créé notre truc à nous, et puis ça fonctionne super bien. Je lui ai dit, mais il manque pas quelqu'un? Il dit, non, tous les gens qui sont nécessaires sont là.
Je me suis dit, ah bon, mais il y a un truc quand même. Et en fait, du coup, ça m'a donné l'idée de poser la question partout, et ça s'est développé partout. Je connais quasiment, enfin, dans 80% des situations que j'ai pu observer, les gens ont créé des groupes, alors sur WhatsApp ou sur autre chose, en général c'est sur WhatsApp, ils ont créé des groupes à usage professionnel et dans lesquels n'entrent que des gens utiles. Et c'est quand même assez intéressant à remarquer. Ça questionne, deuxième question, hein. La première, c'était tout à l'heure sur le rôle et la posture du manager. Ça questionne vraiment le rôle et la posture du manager, quoi. S'il n'est pas perçu comme utile dans un processus où on doit improviser, comment dire, une chaîne de décision pour arriver à un résultat, c'est qu'il n'est pas forcément bien positionné. Bon, d'où sa panique, mais on y reviendra après. Une adaptabilité, une créativité maintenue, voire renforcée. Et puis au final, et paradoxalement, il y a presque plus d'échanges entre mon équipe et moi-même qu'en présentiel. Là encore, ça questionne le fonctionnement du management. On observe un management du temps plus efficace. Qu'est-ce que c'est un management du temps plus efficace? Eh bien, c'est notamment la durée des réunions. La durée des réunions à distance, elles sont plus courtes. Elle est plus courte que les réunions en présentiel, pour arriver à un résultat comparable, bien sûr. La durée des échanges téléphoniques, pourtant a priori c'est à distance aussi, est plus courte également. La question qui se pose, c'est le nombre de mails et d'échanges de mails, parce que c'est un peu plus compliqué, la répartition entre l'usage du mail, l'usage du chat, l'usage du travail simultané sur un même document. Hein. Vous savez, vous avez un document, chacun peut modifier le document en direct en ligne et les autres voient en temps réel les modifications de chacun. Donc, ça permet d'avancer plus vite. Vous avez ça sur Teams, vous avez ça sur nos outils à l'université également. Et donc, c'est difficile de voir s'il y a davantage d'unités d'information d'échanger, si vous voulez, dans ces situations-là. Mais en tout cas, ça n'a pas augmenté le nombre de mails de manière assez étonnante, d'ailleurs, dans beaucoup de situations. La distance géographique devient négligeable. Du coup, on travaille avec la bonne personne et pas forcément avec celle qui est disponible à côté de nous. Beaucoup d'entreprises internationales avec des bureaux, des usines, des partenaires à l'étranger préféraient souvent solliciter leur voisin de bureau, même s'il n'était pas expert du domaine, plutôt que de solliciter quelqu'un en Inde, au Chili ou en Grande-Bretagne. Et là, en fait, ça met tout le monde à la même distance, en fait. Que vous soyez à 5 km ou à 5000, c'est pareil. Faire une visio, bon, à part le décalage horaire, bien sûr, mais faire une visio avec quelqu'un qui est à 5 km ou à 5000, c'est exactement le même effort, la même démarche, et psychologiquement le même coût, le même engagement, si vous voulez. Donc la question, là, et c'est une des vraies valeurs ajoutées du télétravail, c'est qu'on se rend compte qu'on mobilise l'expertise là où elle est, et on ne privilégie plus la proximité géographique. Donc c'est un gage de performance qui a été observé et qui se vérifie en fait de manière assez intéressante. Autre point un peu inattendu, l'anonymat des réunions virtuelles. Les réunions virtuelles où on n'allume pas sa caméra, on se cache un petit peu comme ça. Parfois, on est un peu plus incisif du coup, un peu disruptif, comme on disait à la présidence de la République il y a quelques années. Hein, donc un peu plus créatif aussi. Et c'est vrai que ce truc un peu mystérieux qui existe quand on est tous ensemble et qui n'existe pas ou différemment quand on est à distance, ce truc-là fait que dans certains cas, eh bien, on va être un peu plus impertinent, un peu plus remettre davantage les choses en question. Ça va être un encouragement dans certains cas, effectivement, à bousculer des certitudes et à faire avancer les choses. Et c'est quelque chose qui a été observé, hein, là aussi. Hein, ce sont vraiment des choses qui ont été dites et qui ont été relevées et qui ont permis de faire bouger des lignes qu'on croyait absolument intangibles. Concernant les projets d'innovation, donc là encore, on n'a pas observé de dégradation, si vous voulez. Donc, il n'y a pas, sur ce plan-là, pas eu de constat particulier. Bon, bien sûr, on trouvera toujours des exemples contraires. Je vais avancer parce que je sais,
je n'ai pas de contrôle du temps. Si, voilà, il est là-haut, pardon. Alors, une idée reçue. Quand on va revenir au travail, c'est fait. Quand on revient au travail et qu'on se dit « je suis en télétravail 1 jour ou 2 jours par semaine », à peu près la moyenne française, en presque 2 jours, la moyenne française, la moyenne des accords d'entreprise signés en France et des pratiques. Comment est-ce que je répartis mon activité? Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais chez moi? Qu'est-ce que je fais sur site? Il y a une idée reçue qui voudrait qu'on fasse les réunions sur site parce qu'on est tous ensemble en même temps, ce qui reste à prouver d'ailleurs. Ça veut dire que tout le monde prend les mêmes jours de télétravail, ce qui n'est pas forcément évident, et que du coup, on est chez soi beaucoup plus tranquille et on va faire chez soi les tâches, les activités qui demandent de la concentration, qui demandent du calme. Et quand vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte que ce n'est pas ça qui se passe du tout. Vous avez des gens qui sont parfaitement dans des bonnes conditions, si vous voulez, pour travailler sur site, au travail, de manière concentrée parce qu'ils ont des écrans, des claviers, des souris, l'accès à de l'information, etc., qu'ils n'ont pas chez eux. Et que, comme on l'a dit avant, les réunions à distance, elles sont parfois plus courtes, plus brèves, plus synthétiques, parfois un peu plus impertinentes, on va dire, et donc parfois elles bousculent davantage et elles permettent d'avancer. Et les réunions à distance peuvent se décider, je dirais, peu de temps à l'avance. Pas obligé d'anticiper trop longtemps. Donc, l'idée reçue, là, sur cette diapo, c'est de ne pas croire que la bonne répartition des tâches, c'est quand je suis sur site, c'est là où on fait les réunions en collectif, et quand je suis chez moi, c'est là où je fais le travail qui demande de la concentration de manière autonome. C'est parfois presque l'inverse. Le bon choix est parfois presque l'inverse. D'autant plus que beaucoup d'entreprises n'imposent pas que les jours de télétravail soient les mêmes pour tout le monde. Moi, j'ai accompagné la signature d'accords d'entreprise. Là, je vous parle de trucs réels, hein, ça peut paraître inventé, mais c'est vrai. La signature d'accords d'entreprise où l'entreprise disait bah, nous, on va être super cool hein, dans la négociation sur l'accord télétravail, mais on veut juste pas que vous preniez ni le lundi, ni le mercredi, ni le vendredi. Commencez bien. Hein. Pourquoi pas le lundi? Parce que ça rallonge le week-end, ça incite les gens à faire un grand week-end. Le mercredi, c'est le jour des enfants, on va se dire, en général, ça va être les femmes qui le demandent à 82%, je crois. Le mercredi, du coup, elles vont s'occuper des enfants, elles vont travailler. Et le vendredi, c'est pareil, ça anticipe sur le week-end, donc les gens vont rien faire. Donc du coup, il reste le mardi et le jeudi. Quoi. Ça, c'est des négociations dans le réel. Mais figurez-vous que dans cette entreprise-là, hein, celle à laquelle je pense, pas une micro-boîte au fin fond de la campagne, hein, c'est une boîte de 300 personnes à la banlieue de Strasbourg. Des gens qui ont des conseils, des avocats, des machins. Dans cette entreprise-là, comme ils ont commencé comme ça, les partenaires sociaux ont dit « Ouais, bon alors nous, on veut que vous teniez compte dans l'argent du télétravail que vous allez donner à chaque salarié, on veut que vous teniez compte du surcoût de consommation d'eau lié aux chasses d'eau quand on est de travail chez soi. » C'est véridique, hein. Donc ça, ils s'y attendaient pas, hein, au surcoût de consommation d'eau des chasses d'eau. Par contre, ce à quoi on s'attend maintenant, depuis quelques mois, c'est quoi à votre avis? Qu'est-ce qu'il y a comme surcoût? Le chauffage, l'éclairage, la consommation d'énergie, hein, on va en parler tout à l'heure, c'est quelque chose aujourd'hui qui commence à prendre une vraie importance quand on parle de télétravail à domicile ou pas. Je vais passer, parce que le temps passe justement, mais vous aurez bien sûr ces documents, je vais passer sur les travaux de recherche qui ont été menés récemment, mais qui corroborent ce que je viens de dire là, pour commencer à vous parler de ce qu'on appelle le tiers-lieu. Alors, vous avez peut-être compris en filigrane dans ce que je vous dis depuis 49 minutes que le télétravail, d'une part, c'est pas le confinement, c'est pas le confinement avec les enfants et les conjoints au domicile. Le télétravail, c'est autre chose. Et de manière plus importante encore, le télétravail, ce n'est pas forcément à domicile. Il y a beaucoup des inconvénients du télétravail qui disparaissent si on imagine que le télétravail se fait dans un tiers-lieu. Un tiers-lieu, donc, qui n'est ni le lieu de travail de l'entreprise, ni le domicile du salarié. Un tiers-lieu, donc, un petit peu sur le modèle du World Café. Le World Café, c'est une méthode qui existe depuis pas mal de temps, hein, qui fonctionne assez bien.
notamment dans le cadre de consultations citoyennes sur des projets qui concernent un quartier, un village, une ville. Il y a un usage à cet outil qui est tout à fait remarquable, c'est par exemple, autour des extensions d'aéroports dans certaines agglomérations, pour consulter la population et avoir des idées, pouvoir anticiper sur l'attitude de la population par rapport à un projet qui va les concerner de manière directe. On peut faire un World Café qui est donc un espace là physique, un espace physique où vous avez des lieux thématiques, des lieux thématisés. Pour un aéroport, vous allez avoir la zone où on parle du bruit de l'aéroport. Vous allez avoir la zone dans la grande pièce, dans une grande pièce, c'est généralement un gymnase. Vous allez avoir la zone où on parle du prix de l'immobilier et de l'impact de l'aéroport sur le prix de l'immobilier. Vous allez avoir la zone où on parle du trafic que ça va générer au niveau routier, etc., etc. Et le World Café, ça consiste à permettre aux gens de passer d'une table à l'autre, d'intervenir quand ils ont un truc à dire sur un sujet, à un endroit et à un autre, et à circuler comme ça. Et on se rend compte que les contributions individuelles, d'une part, à chaque sujet, sont tout à fait comparables à celles qu'on aurait eues en ayant créé, vous savez, comme on fait d'habitude, des ateliers. Hein, voilà, vous avez une population, vous avez 200 personnes, vous la découpez en 10 ateliers, il y a l'atelier bruit, l'atelier prix de l'immobilier, l'atelier machin, etc. Et les gens restent dans le même atelier toute la journée, et à la fin, on met tout en commun. Ça prend un temps fou. Le World Café, ça va beaucoup plus vite, parce que c'est adapté à notre fonctionnement cérébral, en fait, et psychologique. On n'a pas des trucs à dire qui durent 2 heures sur chaque sujet. Par contre, on est intéressé par tous les sujets à la fois. Et on va aller d'un sujet à l'autre en fonction de l'intérêt qu'on a pour le sujet. Et le World Café fonctionne de manière extrêmement intéressante. C'est quelque chose qui est très utilisé dans pas mal de pays depuis longtemps. Et donc, on peut imaginer que sur ce modèle-là, des lieux de travail qui ne soient pas des lieux de travail dédiés à une entreprise, à une activité ou à un métier, des lieux de travail soient extrêmement riches et fructueux et une source d'innovation extrêmement intéressante. Donc, on reviendra après sur les tiers-lieux, mais il y a là quelque chose qui se développe. Il y en a actuellement 2500 en France. Il y en a cette année, en 2022, il y en a 5 qui sont ouverts en Alsace, dont un à Haguenau, puisque bien sûr, un tiers-lieu, ça n'a pas de sens près de votre lieu de travail. C'est un peu débile de se déplacer pour aller près de son lieu de travail dans un tiers-lieu. Donc, c'est pas au centre-ville de Strasbourg, le tiers-lieu. Le tiers-lieu, c'est à Haguenau, à Molsheim, à Saverne, à Célestat, dans les Vosges, etc. Hein, c'est là que ça a un intérêt, les tiers-lieux. Un tiers-lieu, c'est un endroit où on va à vélo ou à pied pour travailler dans des conditions professionnelles, hein, avec un éclairage professionnel, des écrans professionnels, un siège professionnel, un extincteur s'il y a un incendie, voilà. Hein, donc, cette notion de tiers-lieu est certainement une des composantes du travail à venir pour énormément de gens. Et si on prend l'exemple de l'Université de Strasbourg, vous allez voir tout à l'heure que on peut parfaitement imaginer que beaucoup des postes de travail de l'Université de Strasbourg peuvent parfaitement s'intégrer dans une logique de tiers-lieu. Ok? On en reparlera tout à l'heure. L'actualité de la semaine, justement, les gens qui prennent les bars pour des tiers-lieux, ils sont en train de se faire virer des bars. C'était en Belgique, à Bruxelles, la semaine dernière. Il y a des restaurateurs, enfin des propriétaires de bars qui ont mis en place des stratégies pour que des squatteurs de table ne restent pas toute la journée avec le même latte macchiato, hein, ou avec deux expressos. Donc, qu'est-ce qu'ils ont comme stratégie? Alors, ils ont monté le son. Non, mais c'est vrai, hein, c'est un truc que vous pouvez retrouver sur le truc, c'est france-tv-info.fr. Ils ont monté les sons pour effectivement les déconcentrer, mais ils ont mis du coup des casques pour s'isoler. Enfin, bref, il y a plein de stratégies parce que effectivement, ce besoin de tiers-lieux est tel qu'on identifie les cafés comme étant des tiers-lieux et que là, ça commence à poser problème. Hein. Donc, les restaurateurs étaient pas contents à l'époque du confinement parce qu'on n'y venait pas. Maintenant, on y vient trop et on consomme pas assez parce qu'il y a du Wi-Fi et qu'on a besoin d'un lieu de travail effectivement proche de son domicile.
Quelques pistes avant de reparler donc des cadres. Faire des tiers-lieux, donc un lieu de transmission et d'apprentissage intergénérationnel. Alors, dans un tiers-lieu, vous allez avoir, en tout cas les tiers-lieux que je connais, à Haguenau ou à Colmar, ou près de Colmar, vous avez un architecte à côté d'un commercial, à côté d'un ingénieur, à côté d'un artisan, qui travaillent au même endroit. Vous avez un tiers-lieu qui est en train au port du Rhin à Strasbourg, qui s'appelle le Kaléidoscope, dont vous avez peut-être entendu parler. Hein. Donc, c'est l'utilisation de la friche industrielle laissée par la COP d'Alsace qui a disparu. Et donc, ils ont créé effectivement là-bas un tiers-lieu qui a un caractère un peu particulier parce qu'il est transfrontalier. Hein, donc, il est effectivement cofinancé par Strasbourg et Kehl et qui est exactement sur ce modèle-là. L'idée, c'est que le fait de mélanger des gens dont l'activité professionnelle est complètement différente, ça va créer quelque chose de nouveau. Ça va créer quelque chose de nouveau, ça va permettre précisément, en discutant avec des gens qui ne sont pas du tout dans votre secteur d'activité, dans votre entreprise, ça va vous permettre parfois d'imaginer un certain nombre de choses. On va être là dans des situations presque expérimentales de ce qu'on appelle la sérendipité. Ça, c'est un terme un peu barbare, la sérendipité, hein, qui nous vient de l'Inde, je crois, ou du Pakistan. La sérendipité, c'est le fait de trouver quelque chose par hasard. C'est pas en cherchant à améliorer la bougie qu'on a découvert l'électricité. Et c'est exactement l'idée de la sérendipité, c'est que de trouver des choses par hasard qui parfois constituent des révolutions ou en tout cas des évolutions tout à fait intéressantes, c'est dans ce genre d'endroit-là que ça aura lieu. Parce qu'on va mélanger des gens et des sujets, des centres d'intérêt, des expertises, des compétences qui n'ont a priori rien à voir et qui vont pouvoir probablement, dans certains cas, faire avancer les choses. Et le tiers-lieu, c'est la hantise du DRH de base. Moi, quand je vais à l'association des DRH et que je leur parle de télétravail et que je leur dis que moi, j'ai été travailler dans l'usine Pirelli en Allemagne, à Breuberg, près d'ici, et leur rapport télétravail, c'est 2 000 € par salarié par an pour aménager le poste de travail à domicile. 2 000 €. Pirelli, c'est un groupe italien, a priori, c'est pas un pays particulièrement dispendieux en termes de conditions de travail, etc. Donc, c'est pas un problème culturel, simplement, ça a été une négociation sur la base de combien coûte un siège, combien coûte un écran, et voilà, combien ça coûte de me chauffer chez moi, ça me coûte ça, d'avoir un Internet rapide, ça me coûte 2 000 €, donc l'entreprise met 2 000 €. Paf. Quand je dis en France, c'est 10 fois moins la moyenne. Hein. Donc, quand je dis ça au DRH, ils me disent, mais moi, j'ai pas ça, je veux pas dépenser ça, j'ai pas cet argent-là. Dans ces cas-là, pas de télétravail. Je dis, ouais, mais bon, vous pouvez ne pas équiper le domicile des gens. On peut imaginer travailler en tiers-lieu. Là, c'est le risque d'AVC immédiat pour le DRH moyen parce que il se dit, mon salarié, il va être mélangé avec plein d'autres salariés. Il va perdre complètement l'identité professionnelle qu'il avait. Il va perdre le sentiment d'appartenance à l'entreprise, etc. Et c'est là où les travaux qui sont menés actuellement montre que c'est une crainte qui n'est pas fondée. Au contraire, il y a une vraie reconnaissance du salarié à qui on préserve des conditions de travail de bon niveau à 5 minutes de chez lui. Et les tiers-lieux, si vous avez l'occasion d'en visiter quelques-uns, les tiers-lieux dans la région de Strasbourg, en tout cas, ils sont magnifiques. Le tiers-lieu qui a ouvert à Haguenau, là, il est magnifique. C'est vraiment, au niveau architectural, il est magnifique. Pour un prix, bien sûr que c'est un prix, mais pour un prix à l'échelle d'une entreprise qui est vraiment pas significatif. Hein, donc il y a là effectivement, c'est un service qu'on propose, une qualité de vie qu'on peut proposer à ses salariés, qui est quelque chose qui est une vraie valeur ajoutée en termes de culture de l'entreprise et que les DRH pour l'instant n'ont pas encore assimilé, n'ont pas encore appréhendé. Les tiers-lieux existent aux États-Unis depuis assez longtemps. Il y a un réseau de tiers-lieux qui est né en Californie, qui proposait un service supplémentaire qui était une garde d'enfants, 0 à 3 ans, donc une crèche, si vous voulez, sur le lieu du tiers-lieu et pas sur le lieu de travail, hein, assuré de manière professionnelle, hein, avec tous les agréments qu'il faut. Le tiers-lieu peut offrir, comme les grandes entreprises peuvent le faire, toute une conciergerie
ils vous font votre lessive et votre passage, ils vont faire la révision de votre voiture, ils vous font plein de trucs. Enfin voilà, dans les grosses boîtes autour de Strasbourg, on fait ça, mais c'est réservé aux salariés de ces grosses boîtes. Là, dans un tiers-lieu, c'est accessible à tous les salariés qui vont utiliser ce tiers-lieu. Donc il y a là une piste tout à fait intéressante et importante, d'autant plus que beaucoup de DRH ou de directeurs financiers font un calcul très simple. Ils se disent, moi j'ai 1000 salariés, en moyenne j'avais un taux d'occupation de mes bureaux de 80% avant la crise sanitaire. Avec le télétravail, je vais tomber à 50%. Est-ce que je vais continuer à payer 1000 postes de travail pour avoir 500 personnes en permanence? Quand on calcule le prix du mètre carré de bureau dans les grandes villes, notamment à Paris, le calcul est assez vite fait. Et donc déjà aujourd'hui, les projets d'implantation d'entreprise ne proposent plus, dans beaucoup de cas, la majorité des cas probablement, un poste pour un salarié. On va donc développer ce qu'on appelle le flex office. On n'a plus son bureau à soi, on arrive le matin et on regarde les bureaux qui sont libres. Il y a une personne qui va vous dispatcher ou une application informatique qui vous dispatche sur un bureau qui est libre et vous irez donc dans le bureau, un des bureaux qui est libre. Vous rentrez votre mot de passe et vous êtes dans votre environnement informatique exactement comme vous le seriez dans votre bureau ou chez vous. Donc ces changements-là, ils sont en marche déjà. Ils sont déjà en route. Donc, la notion de collectif de travail dans son bureau à soi, dans son environnement à soi, avec des collègues toujours les mêmes autour de soi, c'est de toute façon du passé déjà. Hein, c'est quelque chose qui est déjà en voie de disparition. Je termine sur les tiers-lieux. Donc, des conditions de travail professionnelles près des personnels, près des personnes, près de leur domicile. Alors, je suis en train de travailler sur cette notion de tiers-lieu dans la fonction publique et dans les banques. Et alors, évidemment, dans la fonction publique, on me dit, il y a 0 € pour ça. Donc, de toute façon, vous êtes tranquille, on ne va pas pouvoir faire de tiers-lieu. De toute façon, il y avait 0 € pour s'équiper à domicile aussi, donc les choses sont réglées. Ben, c'est pas sûr. C'est pas sûr parce que le concept de tiers-lieu, c'est pas forcément un lieu extérieur à l'entreprise. On peut imaginer que des salariés de l'UNISTRA qui habitent près d'Agno et leur bureau à l'IUT d'Agno fait partie de l'UNISTRA. On peut imaginer que des salariés de l'IUT d'Agno qui habitent à Strasbourg et leur bureau à Strasbourg. Non, c'est ça un tiers-lieu. Ça, c'est organiser le télétravail intelligemment. Je travaille pour une banque et j'ai fait le calcul avec les RH. Tous les salariés habitent à moins de 20 minutes d'une agence bancaire, de leur réseau. Ils ont un bureau de leur entreprise à moins de 20 minutes de chez eux, tous ceux qui habitent en Alsace. Et il y en a quand même pas mal qui se tapent les bouchons tous les matins pour venir à Strasbourg, ou à Mulhouse, ou à Colmar, qui prennent le train, etc. Alors qu'on pourrait parfaitement organiser un réseau interne de tiers-lieux gratuitement, en s'épargnant tous les inconvénients qu'on évoquait avant liés au télétravail et en gardant essentiellement les avantages de cela. J'ai regardé ça donc pour cette banque, j'ai regardé ça pour une structure de l'armée également dans la région et ça marche aussi. Ils ont plusieurs dizaines de sites qui leur appartiennent avec des possibilités d'aménagement de bureaux. J'ai évoqué l'Université de Strasbourg avant parce qu'il y a une UT à Agno, mais il y a des locaux à Célestat, il y a des locaux à Schiltigheim, il y a des locaux à Colmar, des locaux à Mulhouse, il y a encore certainement d'autres lieux que j'ai pas en tête. Il y aurait certainement un moyen de réfléchir autour de ça. Et ça, c'est les nouvelles formes d'organisation du travail qui vont, avec le télétravail, bien sûr, modifier, révolutionner complètement le travail à venir. Alors, il est bientôt temps de conclure. J'avais encore plein de choses à vous dire, bien sûr. J'ai parlé des managers et du fait que les managers, première réaction crise sanitaire, les managers se disent « mais comment est-ce que je vais faire pour continuer à contrôler, à surveiller, à m'assurer que les gens respectent bien les consignes, etc. » On leur dit « mais c'est pas ça ton boulot. » C'est un scoop, hein. Ton boulot, c'est pas ça. Ton boulot, c'est de valoriser les gens, c'est de les former, de les faire évoluer, de leur donner envie, etc. Ah bon? Mais comment on fait ça? Voilà, donc une
une vraie découverte. Et du coup, maintenant, il faut aller plus loin. Hein. Il faut effectivement construire ce nouveau mode de fonctionnement. Là encore, on n'a pas le choix. C'est pas une mode managériale de plus. C'est pas une lubie de psychologue du travail ou pas. C'est réellement une contrainte imposée par l'environnement et par l'évolution du monde du travail aujourd'hui. C'est une contrainte qui est également portée par la génération qui sort là. Nos étudiants de master en psychologie du travail, lorsqu'ils postulent en entreprise, et on les accompagne d'assez près pour le savoir, une des 5 ou 6 premières questions qu'ils posent, c'est comment est organisé le télétravail dans l'entreprise dans laquelle je postule. Comment vous faites? Qu'est-ce que vous proposez? Comment ça se passe? Autrement dit, comment est-ce qu'on fait attention à ma qualité de vie au travail et dans quelle mesure est-ce qu'on me facilite les choses ou au contraire, est-ce que c'est perçu comme une contrainte ou une obligation un peu réglementaire, ce qui n'est pas vraiment le cas. Enfin, donc, l'évolution, là encore, c'est pas vraiment une option, si vous voulez. Hein. Je crois que c'est une évolution par laquelle on va tous devoir passer, hein, tous les managers. Donc, la première chose qu'on pourrait faire, et je conclurai par ça, la première chose qu'on pourrait faire aujourd'hui, qu'on aurait dû faire depuis quelques mois et qui ne se fait pas, c'est faire un retour d'expérience. Qu'est-ce qu'on a appris depuis 2 ans et demi? On a appris une multitude de choses, peut-être plus que jamais avant, sur une période aussi courte. Qu'est-ce qu'on a appris comme mode de fonctionnement? Qu'est-ce qu'on a appris comme outil, comme méthode d'organisation, comme répartition des tâches? Pourquoi est-ce que ces groupes WhatsApp, ils sont composés comme ça et pourquoi ils marchent comme ça et pourquoi ça marchait pas aussi bien avant? Toutes ces questions-là sont des questions assez simples finalement qu'on devrait prendre le temps de se poser. C'est 2-3 réunions de 2 heures avec des groupes avec des collectifs de travail, avec des services qui permettraient de valoriser un petit peu ça. L'option de retour à l'état initial n'existe pas. On ne retournera pas au 15 mars 2020. On ne retournera pas au 15 mars 2020. Les gens ont pris goût à un certain nombre de choses qui s'appellent l'autonomie, qui s'appellent le fait de ne pas faire les mêmes efforts tous les matins dans les bouchons, dans les transports, etc. Les gens ont appris également le fait de réfléchir et de maintenir, de contenir leur impact environnemental. C'est quand même des choses qui deviennent des réalités, ça, aujourd'hui. Hein. On ne reviendra pas au 15 mars 2020, ça c'est clair. Et donc, il va absolument falloir que ces questionnements-là se fassent et pourquoi pas ne pas commencer par faire un premier retour d'expérience. Deuxièmement, accompagner le nouveau manager à distance. Alors, la première chose à faire pour les managers, c'est de leur dire qu'il faut penser à eux. Hein, vous savez, j'ai mis le petit dessin dans les avions. Avant de prendre l'avion, on vous dit souvent quand on marche les masques à oxygène dans les avions, hein, quand ils tombent, et la première truc qu'on vous dit, c'est si vous êtes avec un enfant, mettez d'abord le vôtre. Ça a l'air égoïste hein, de se dire, ah ben non, je vais d'abord mettre le masque à oxygène à mon gamin. Ben non, parce que si vous êtes en anoxie ou en dette d'oxygène, vous n'allez pas pouvoir lui mettre correctement si ça ne marche pas du premier coup. L'expérience montre qu'il faut d'abord mettre son masque à oxygène à soi pour pouvoir aider les autres. Les managers, c'est pareil. Et si on est dans la situation du masochisme héroïque du manager, hein, ce qu'on a appris à l'école depuis 50 ans quand on fait une grande école, dans ces situations-là, on est malheureusement dans des configurations idéales pour un burn-out assez rapide pour les managers à distance. Et malheureusement, c'est ce que la psychopathologie actuellement nous montre. Ensuite, il va y avoir un certain nombre de choses à faire sur la fameuse posture du manager. Je ne vais pas les détailler là parce que ça rentrerait pas dans le temps qui nous reste, mais ce sont des choses qui sont finalement assez attendues, hein, qu'on aurait dû faire depuis longtemps, mais là qu'on va être vraiment très très fortement poussé à faire. Le boulot du manager, alors ça c'est facile à dire, hein, quand je leur dis ça, ils me regardent avec des grands yeux, c'est de créer un climat de sécurité psychologique. Ils me disent, mais c'est quoi un climat de sécurité psychologique? Je dis, ben c'est précisément ce qui va faire que on va avoir des règles de fonctionnement sans avoir d'injonction
sur comment est-ce que je dois faire, dans quel ordre je dois organiser ma journée de travail, avec qui je dois travailler, etc. Il y a là quelque chose qui doit redevenir de l'ordre du libre arbitre du salarié et que le manager doit renoncer, hein, c'est un vrai deuil à faire, mais il doit renoncer à ce niveau de contrôle-là. Et c'est un vrai travail pour lequel les managers doivent être accompagnés, les encadrants doivent être accompagnés. Sinon, ça se passera pas tout seul. Hein. On est là avec des cultures managériales qui datent et qui sont transmises, je dirais, par les écoles, les universités et les anciens depuis longtemps. Mais c'est quelque chose qui marche dans un certain nombre de cas déjà. Hein. On voit que ça bouge, que ça évolue, parce que il y a une vraie contrainte issue de l'environnement. Je vais donc m'arrêter là. Je regarde effectivement cette avant-dernière diapo. Je pense vous avoir déjà à peu près tout dit sur le sujet. Oui, encore peut-être que pour les tiers-lieux, cette notion de tiers-lieux, ce réseau de tiers-lieux qui commence à mailler le territoire, on va atteindre les 3000 tiers-lieux en France, hein, c'est quand même pas rien, et ça va se développer. Et je vous répète, il y a des tiers-lieux qui ne sont pas repérés, parce qu'on peut parfaitement en faire au sein de grandes structures comme l'Éducation nationale. On a tous un collège, un lycée, une école primaire près de chez soi, franchement. Il suffirait de l'organiser, c'est tout. Mais il y a des locaux chauffés, pas utilisés la moitié du temps. En tout cas, si on les chauffe là, ça n'a plus la peine de chauffer chez soi. Donc l'impact global, si vous voulez, reste à mesurer. Mais en tout cas, voilà. Il y a une vraie réflexion à mener, qui va forcément être menée, parce qu'elle concerne aussi les gens qui s'occupent d'aménagement du territoire. Quand vous allez voir le maire d'une petite commune dans une vallée des Vosges, qui voit partir tous les matins ses habitants pour aller travailler à Colmar, à Célestat, je ne sais pas où, et qui rentre le soir, et du coup, il n'a plus de commerçants, il n'a plus personne. Quand vous lui dites, on va créer un tiers-lieu, trouvez-nous une salle, on aménage des bureaux, et on va avoir en permanence 20, 30, 40, 50 personnes sur site, du coup, on va avoir besoin d'un boulanger, on va avoir besoin de repas à midi, on va avoir besoin d'un certain nombre de services. Le maire, il vous prête la salle. Et là, je vous parle de choses vécues. Il vous la prête, la salle, tellement il a envie que ça se fasse. Donc, on n'est pas là uniquement dans un mode d'organisation du travail. On est dans un changement de mode de vie et d'aménagement du territoire. Et les projets sur lesquels on travaille, les partenaires des projets sur lesquels on travaille dans le cadre de l'aménagement de ces tiers-lieux, ce sont précisément des élus locaux, des chambres de commerce, des gens qui n'ont rien à voir avec la psychologie du travail ou le stress au travail ou le management. Ce sont des gens qui se disent le travail va se relocaliser, pas uniquement au niveau mondial avec des usines qui reviennent en France, mais il va se relocaliser au niveau local. Et ça, c'est quelque chose d'assez passionnant à accompagner et c'est ce qui nous attend. Merci beaucoup.